Donc, le chiffrement par bloc, il consiste à découper les données en blocs de taille qui sont généralement fixes. Donc, pour pouvoir réaliser ce chiffrement, on doit disposer de la totalité du texte. Et par la suite, on va le découper en deux données de blocs. Ce qui fait que ce mode de chiffrement ne peut être utilisé pour les communications à temps réel. La taille de bloc, elle est comprise généralement entre 32 et 512 bits. Donc, pour avoir des tailles de blocs qui sont identiques, on va utiliser ici la notion de padding qu'on va voir par la suite. Les blocs par la suite sont chiffrés les uns après les autres. Donc, au fur et à mesure qu'on termine avec le premier bloc, on passe le deuxième, on passe le troisième, ainsi de suite. Dans la littérature, on trouve plusieurs modes d'opération qui sont utilisés pour le chiffrement. C'est la manière utilisée pour chiffrer l'ensemble du bloc d'un texte clair. Donc, les algorithmes ou bien les systèmes les plus utilisés, les plus répandus dans la littérature, on cite à titre d'exemple le DES, qui a été cassé en 1999 en moins de 22 heures. Par la suite, on a plusieurs d'autres combinaisons de DES comme le double DES, le triple DES ont vu le jour. Il y a aussi l'AES qui a remplacé le DES, et il y a aussi d'autres alternatives à l'AES comme le Glowfish, le Serpent, le Twofish. Les méthodes qui sont généralement utilisées pour le chiffrement par bloc sont essentiellement les réseaux SPN dits aussi réseaux Shannon, comme le cas de l'AES, et schéma de Feistel, comme le cas de l'exemple de DES. Donc, on va commencer tout d'abord par la notion de padding. Donc, la longueur d'amassage peut ne pas être un multiple de la taille de bloc de l'algorithme de chiffrement. Supposons par exemple que le texte il est de taille de 50 bits et on a essayé de constituer des blocs qui sont de taille, je vais dire 8, d'accord, 8 bits. Donc, combien de blocs on aura? 50 bits, on a des tailles de blocs de 8 bits. Donc, on va diviser 50 sur 8, c'est qui est égal à 6, et le reste, on aura 2 bits. Donc, le dernier bloc n'est pas un multiple ou bien n'est pas le dernier bloc, il est constitué juste de 2 bits au lieu de 8 bits. Donc, pour avoir un bloc de taille de 8 bits, on doit ajouter d'autres bits pour avoir un bloc d'une même taille que les 8 bits. Donc, on va ajouter des octets supplémentaires pour que le bloc d'extrémité court jusqu'à ce qu'il atteigne la taille correcte, ce qui est appelé le padding. Donc, le padding, c'est le fait d'ajouter un certain nombre d'informations, le dernier bloc, pour qu'il soit d'une même taille que les autres blocs. Donc, généralement, au niveau du padding, on laisse le dernier octet dans lequel on va indiquer le nombre d'octets que nous avons ajoutés au dernier bloc. Et par la suite, au niveau de le récepteur, il peut enlever tout ce qui a été ajouté. Pour les modes d'opération, ce sont la manière de traiter les blocs de texte clairs, chiffrés, au sein d'un algorithme de chiffrement par bloc. Donc, plusieurs méthodes qui existent dans la littérature. Nous allons voir par la suite le mode CB, qui est le dictionnaire de code, le mode CBC, qui est l'enchaînement des blocs, le mode CFB, qui est le chiffrement à rétroaction, le mode OFB, qui est le chiffrement à rétroaction de sortie, le mode CTR, qui est le chiffrement basé sur un compteur. Donc, ces modes sont beaucoup plus connus par les abréviations que par les appellations complètes. Donc, là, on va commencer par le mode électronique code bloc, qui est le CB. Donc, pour ce mode, c'est le mode le plus simple. D'accord? Il consiste à avoir le message et le texte dans sa globalité. Par la suite, on va le découper en des blocs, d'accord, de même taille. L'opération de chiffrement consiste à faire un certain nombre d'opérations avec la clé de chiffrement symétrique pour avoir le bloc chiffré. Donc, cette même opération elle est faite pour l'ensemble des blocs. Comme ça, on va avoir l'ensemble des blocs qui sont chiffrés. Par la suite, on va faire une concaténation des blocs chiffrés pour avoir le texte chiffré. Donc, l'avantage de ce mode,
c'est qu'il est rapide, d'accord? En plus, on a un accès rapide à une zone quelconque du texte, ça veut dire que je peux facilement passer, sans chiffrer le premier bloc, je peux passer directement au deuxième bloc ou bien le troisième bloc, ainsi de suite. La propagation d'erreurs, elle est limitée, puisque si j'ai une erreur au niveau du déchiffrement du premier bloc, ça ne va pas affecter le déchiffrement du deuxième bloc. L'inconvénient de ce mode, c'est que si on a, supposons que ces deux blocs sont identiques, donc là, on va avoir le même chiffré. Donc, en cherchant le texte chiffré, en cherchant les séquences identiques, on peut obtenir ce qu'on appelle un dictionnaire de données. D'accord? Et avec les correspondances entre clair et chiffré, alors là, on peut déduire via des opérations algébriques la clé de chiffrement symétrique. Donc, ce mode, il est fortement déconseillé dans toute application cryptographique. Le deuxième mode, qui est le CBC, ou bien le Cipher Block Chaining, l'enchaînement des blocs. Donc, dans ce mode, on a introduit la notion de vecteur d'initialisation. D'accord? Donc, pour le premier bloc, donc toujours on est dans le cadre on a un texte clair qu'on va découper en des blocs identiques. Par la suite, on va chiffrer chaque bloc à part. Donc là, on a pour le premier bloc, on fait un XOR avec le vecteur d'initialisation. Le tout, on va le chiffrer avec la clé symétrique. Et par la suite, on va avoir le texte chiffré. Ce texte chiffré va constituer le vecteur d'initialisation pour chiffrer le deuxième bloc. Donc, ce texte chiffré, on va lui faire un XOR avec le deuxième bloc en clair. Par la suite, on va chiffrer avec la clé pour avoir le deuxième bloc chiffré. Ce deuxième bloc chiffré va constituer le vecteur d'initialisation pour faire un XOR avec le troisième bloc à chiffrer et on va chiffrer avec la même clé pour avoir le troisième bloc chiffré. Donc, pour le reste, sur chaque bloc, un OU exclusif est appliqué avec le chiffrement du bloc précédent avant qu'il soit lui-même chiffré. Donc, les avantages de ce mode, il est différent. Donc, on a différents messages chiffrés avec des blocs d'initialisation différents, puisque ce vecteur-là, il est différent de ce vecteur, il est différent de ce vecteur. Donc, l'ordre des blocs de cryptogramme modifié, le déchiffrement est impossible. Donc, si je reçois par exemple le deuxième bloc sans recevoir le premier, je ne pourrai pas déchiffrer parce qu'ils sont liés entre eux. La propagation d'erreurs, elle est limitée en déchiffrement. Donc, si une erreur de transmission affecte le bloc chiffré ci, donc alors seul le bloc MI plus 1 seront affectés. Les autres blocs seront déterminés correctement. On va voir vers la fin de cette partie, il y a un exercice qui va traiter cette problématique. Pour les inconvénients de ce mode, donc la récupération en ligne est impossible si on a un ajout ou une suppression d'un bit, donc c'est difficile de récupérer le texte. La lenteur aussi, puisqu'on doit attendre jusqu'à ce qu'on chiffre le texte on doit attendre jusqu'à ce qu'on termine avec le chiffrement du premier bloc. C'est là qu'on peut entamer le chiffrement du deuxième bloc. D'accord? On ne peut pas faire ça en parallèle. Donc là, ce qui fait qu'il y a une lenteur, surtout pour le chiffrement des chiffrements en temps réel. On va passer maintenant au troisième mode, qui est le chiffrement à rétroaction. Là, c'est un mode, c'est un chiffrement par flou. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Un vecteur d'initialisation aussi est utilisé, sauf que cette fois, c'est le vecteur d'initialisation qui est chiffré avec la clé. Le résultat, on lui fait un XOR avec le texte clair. Le texte chiffré, c'est lui qui va constituer le vecteur d'initialisation pour pouvoir chiffrer le deuxième bloc du texte clair. Ainsi de suite. Donc là, pour le premier bloc, un OU exclusif est appliqué avec le chiffré du vecteur d'initialisation. Pour le reste, le texte chiffré constitue, voilà le texte chiffré, il va constituer le vecteur d'initialisation pour les autres blocs suivants. Donc son grand intérêt est qu'il nécessite
que la fonction de chiffrement. Donc là, on a besoin de fonctions de chiffrement, ce qui le rend moins cher à câbler ou programmer pour les algorithmes ayant une fonction de chiffrement différente de celle de chiffrement, comme le cas. Donc ça, c'est un mode qu'on peut utiliser au niveau de l'AIS. Pour l'OFB, donc dans ce mode, c'est aussi un chiffrement, on peut le considérer comme étant un chiffrement par flow, parce qu'il a le même avantage que le CFP. Donc, il génère un flux de clés qui est ensuite appliqué au texte clair. Donc, on a là pour le vecteur d'initialisation et il est chiffré avec la clé. Le résultat, on lui fait un XOR avec le texte clair. La différence entre lui et le CFB, regardez ici, le vecteur d'initialisation de le deuxième bloc, c'est le texte chiffré. Alors que pour l'OFB, le vecteur d'initialisation, c'est juste le chiffré du vecteur d'initialisation. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on chiffre le texte pour pouvoir entamer le chiffrement du deuxième bloc. Ce qui va nous permettre de gagner un peu plus de temps par rapport au chiffrement précédent. Pour le mode CTL, au chiffrement basé sur un compteur, donc il est à peu près similaire à l'OFB. C'est le IM bloc peut être décrypté indépendamment des autres blocs puisqu'on n'a pas une liaison entre l'opération de chiffrement du premier bloc et la suite des blocs. Donc ici, le vecteur d'initialisation se base essentiellement sur les compteurs qu'on va chiffrer avec la clé symétrique. Le résultat, on va lui faire un XOR avec le texte clair et voilà, on peut obtenir le texte chiffré. Pour le deuxième bloc, comme je vous ai dit, le chiffrement, il se fait indépendamment du chiffrement du premier texte. Donc, on a un compteur, bien sûr, on a un compteur, le premier compteur est différent du deuxième compteur, puisqu'on a le temps de l'opération qui diffère d'une opération à une autre. Et là aussi, on va faire pour le deuxième compteur, on va le chiffrer avec la clé, et par la suite, une opération de XOR avec le deuxième bloc, ainsi de suite. Donc, pour ce mode, il permet un accès aléatoire aux données. Ça veut dire que je peux déchiffrer le deuxième bloc indépendamment le premier ou les blocs qui le précèdent. Et il offre plus de sécurité par rapport aux autres modes. Maintenant, on va passer aux méthodes de chiffrement. Donc, comme je vous ai dit, nous avons dit qu'il y a deux grandes méthodes qui sont le schéma de Feistel et les réseaux de Shannon, ou bien les réseaux SPM. Donc, on va commencer tout d'abord par le schéma de Feistel. Le schéma de Feistel consiste à découper le bloc en deux parties. Donc, le bloc qu'on va chiffrer, on va le découper en deux parties. On a la partie gauche et la partie droite. Donc, pour la partie droite, qu'est-ce qu'on va faire? Il va constituer pour le deuxième tour, on va la translater ici pour constituer la partie gauche. Pour la partie droite du tour suivant, il est le résultat de l'application de la fonction Feistel sur la clé de tour et la partie droite. Le résultat, on va lui faire un XOR avec la partie gauche. Voilà. Donc on a la partie gauche, XOR, l'application de la fonction de Feistel sur la partie droite et la clé de ce tour. Donc en ce qui concerne la fonction de Feistel, il consiste essentiellement en les opérations d'expansion, substitution et des permutations. Donc on a un premier bloc, nous avons dit, le bloc est de taille 32 bits. Donc la première opération qu'on doit effectuer sur ce bloc, c'est l'expansion. Ça veut dire qu'on doit ajouter des bits jusqu'à ce que la taille de ce bloc soit identique à la taille de la sous-clé. Ça veut dire 48 bits. Par la suite, au niveau de cette étape, on a la taille du bloc qui est de 48 bits, la sous-clé 48 bits, on peut effectuer l'opération de XOR. L'opération suivante est la substitution en utilisant les S-box, on va appeler des boîtes noires. L'entrée de chaque S-box, il sera constitué de 6 bits, le résultat est de 4 bits. Donc chaque S-box, elle aura en entrée 6 bits et en sortie 4 bits. Donc le résultat final, 4 bits fois 8, qui est égal à 32 bits. Par la suite, on va effectuer une permutation qui consiste à changer l'emplacement de plusieurs bits
pour avoir le résultat de la fonction de Festel. En ce qui concerne les S-Box, donc là, je vous ai mis un exemple. Supposons par exemple pour les S-Box S5, supposons par exemple qu'on entrait, on a 6 bits, qui est le 0. Par exemple, on va prendre le 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc là, comment on effectue? On prend le premier bit, d'accord? Le premier bit avec le dernier bit de ces 6 bits. Le premier bit avec le dernier bit, et on va constituer ici. Si on prend un exemple, par exemple, en entrée, on a 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, comme je vous ai dit, le premier bit, voilà, le 0, et le dernier bit est 1. Et on va voir l'intersection entre cette ligne avec les 4 bits au milieu. Le résultat, c'est 1, 0, 0, 1. Et ça, c'est le résultat de sortie de l'S-Box S5. Donc, chaque S-Box, à l'intérieur de chaque S-Box, il y a une matrice qui est différente des autres S-Box. Donc là, je vais vous présenter le 2S qui se base sur le schéma de Festel. Donc, le 2S, c'est un chiffrement par bloc de 64 bits. Donc, chaque texte est découpé en deux blocs de 64 bits. Elle a été publiée en 1977 par IBM Corp. Décryptage, donc pour déchiffrer le contenu, on peut passer, donc l'opération de chiffrement, c'est d'en haut en bas. Pour le déchiffrement, c'est le sens inverse, ça veut dire du bas vers le haut. Donc, pour le 2S, il utilise une clé de longueur fixe qui est de 64 bits, dont 8 bits servent à la parité, qui sont essentiellement le 8, le 16, le 24, le 32, le 40, 48 et le 56. Donc, on a 56 bits qui contiennent la donnée réelle. Donc, pour réaliser le 2S, on effectue 16 tours. Pour chaque tour, on utilise une sous-clé qu'on va générer de 56 bits. La taille de la clé de chaque sous-tour, elle est de 48 bits. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On a le bloc de 64 bits, d'accord? Après avoir reçu le texte, on va le découper en deux blocs de 64 bits. Et pour chaque bloc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, un bloc de 64 bits, on va le découper en blocs 32 bits, 32 bits. Donc ça, la partie gauche, ça, la partie droite, pour le premier tour. Donc pour constituer le deuxième tour, la partie droite, on va poser directement la partie gauche. Et la partie droite, c'est l'application de la fonction Festel sur la partie droite, la clé de ce tour, XOR la partie gauche. Ainsi de suite, l'opération est itérée 16 fois. Il faut savoir que les KI diffèrent d'un tour à un autre. Et à chaque fois, on génère les KI de la clé de chiffrement symétrique. Donc, 2S, c'est un algorithme qui a été cassé, comme je vous ai dit, en 1999. Oui. Donc, il y a d'autres variantes pour compliquer la tâche des pirates en effectuant deux clés différentes. Donc, la première clé, il y a le premier chiffrement et une deuxième clé pour le déchiffrement, et on va répéter l'opération deux fois. Sinon, il y a aussi le triple 2S qui consiste à utiliser trois clés qui sont différentes et à répéter le schéma de 2S trois fois. Maintenant, on va passer au réseau de Shannon ou bien les réseaux SPN. Il consiste essentiellement à effectuer des permutations. Donc, on a un ensemble de bits qu'on va essayer de dispatcher sur un ensemble de, et par la suite, on peut utiliser des blocs de substitution. Donc, un exemple de permutation, supposons que là, on a un octet. Donc, on va prendre le premier bit, on va le disposer le premier bit, le deuxième bloc, le premier bit, pardon, le bloc suivant. Le deuxième bit, on peut l'effectuer, on peut l'emplacer, le troisième emplacement du octet suivant, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de permutation. Donc, exemple d'algorithme qui utilise les réseaux, le schéma, les réseaux d'SPN. On a l'AIS qui a remplacé le 2S. C'est un standard du gouvernement américain. Il utilise l'algorithme de Lennard-Gell. C'est un chiffrement par bloc. La longueur de la clé et des blocs sont des multiples de 32. La clé peut être soit 128, soit 192 bits, soit 256. Il faut savoir que là aussi on utilise des cycles, des itérations, et le nombre
de cycle dépend essentiellement de la taille de la clé. Ainsi, si on a la taille de la clé est de 128 bits, le nombre de cycles est 10. Si la taille de la clé est 192, là, le nombre de tours est 12. Si la taille de la clé est de 156, le nombre de tours est 14. Donc, pour le principe de fonctionnement de l'AIS, donc premièrement, on va découper le texte. Bien sûr, on parle ici d'un chiffrement par bloc, donc on doit disposer de la totalité du texte qu'on va découper en des blocs de 128 bits. Si, supposons que pour être le cas, on a une clé de 128 bits, donc on va effectuer 10 tours. Donc chaque bloc, il va subir une séquence de 5 transformations qui seront répétées 10 fois, parce qu'on a la taille de la clé de 128 bits. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Donc, on va faire l'addition de la clé secrète par un OU exclusif. Donc, la première des choses, donc le bloc avec la clé, on va faire un XOR. Par la suite, on va effectuer une transformation non linéaire d'octets. Les 128 bits, ils seront répartis en 16 blocs. Donc, chaque bloc va contenir un octet. D'accord? Donc, ils seront dispatchés dans un tableau de 4 x 4. Donc, ça, on a 4 x 4, c'est 16. 16 x 8, c'est 128 bits. D'accord? Donc, la deuxième opération, c'est un décalage de lignes. Qu'est-ce qu'on va faire? La première ligne, elle va rester intacte. La deuxième ligne, c'est comme si on va faire une rotation. Donc, regardez, le S1, il est en dernier lieu. Par la suite, on a fait pousser les 3 autres lignes. Donc, le résultat, on aura le S5, S9, S13, S1. D'accord? Troisième ligne, on va effectuer 3 rotations. Donc, le résultat final, S10, S14, S2, S6. Et la dernière ligne, on va faire 3 rotations. Donc, quatrième ligne, donc le résultat, on aura S15, S3, S7 et S11. L'opération suivante, c'est une opération de brouillage de colonne qui consiste à faire une transformation par combinaison linéaire des différents éléments de la colonne, ce qui revient à faire la multiplication de cette matrice, d'accord, résultant de l'opération de substitution par une matrice prédéfinie le système, d'accord. Et là, on va obtenir une matrice qu'on appelle une matrice brouillée. Par la suite, on fait un XOR avec la clé de tour, on aura un bloc de 128 et on doit refaire à ce bloc les mêmes opérations 10 fois. Et c'est là qu'on peut obtenir le bloc qui sera chiffré. D'accord? Ces opérations sont effectuées pour l'ensemble des blocs du texte à chiffrer. Là, on va passer aux inconvénients et faiblesses du chiffrement présenté. Donc là, pour le chiffrement, ou généralement la transmission pour la clé du chiffrement symétrique, c'est là qui représente un inconvénient majeur, puisque pour la transmission, c'est la clé secrète, donc on doit mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la transmission discrète de cette clé. On a aussi le problème de l'authentification en cas de vol de la clé. Donc, on ne peut pas savoir si la clé elle a été volée. Si quelqu'un l'envoie, donc il peut usurper l'identité de la personne qui a le droit soit de chiffrer, soit de déchiffrer le contenu. Donc, DES, comme je vous ai tout à l'heure dit, il a été cassé en moins de 22 heures en 1999. Et aussi, il est faillible à l'ensemble des attaques algébriques. Donc, en connaissant un ensemble de couples, ça c'est un bloc clair, savoir s'ils sont chiffrés. Donc, on peut trouver facilement la clé en effectuant des opérations algébriques. Et voilà, sur ce, je termine la présentation de chiffrement par bloc.